Très heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information. Voici les titres de cette édition. La Côte d'Ivoire abrite la réunion sur le contrôle des opérations internationales des entreprises qui se tient cette semaine à Abidjan. Le FMI qui est l'initiateur de cette rencontre. En Syrie, la lutte contre l'État islamique se généralise. Les frappes se sont intensifiées depuis la nuit dernière avec la coalition internationale. Les États-Unis se sont trouvés d'autres alliés. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Nous ouvrons cette édition sur la Côte d'Ivoire. Le contrôle fiscal des opérations internationales des entreprises est au cœur d'une rencontre qui se tient cette semaine à Abidjan. Une initiative du Centre régional d'assistance technique du FMI pour l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit du premier groupe de travail sur cette thématique, organisé à l'intention des administrations fiscales des pays de l'UEMOA et de la Mauritanie. Comment faire pour que les entreprises payent leurs impôts là où elles vendent et réalisent leurs bénéfices? C'est l'objectif de ce groupe de travail. Il regroupe des experts de l'administration fiscale des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, la Mauritanie et des partenaires techniques et financiers. L'enjeu pour ce panel est d'analyser les pratiques fiscales dommageables pour l'économie et garantir les recettes sur les opérations économiques dans la sous-région. Les pratiques fiscales dommageables au niveau mondial, c'est des pratiques effectivement qui réduisent les bases d'imposition des sociétés multinationales et qui conduisent en fait à des transferts de bénéfices d'un pays à l'autre pour bénéficier toujours des taux de fiscalité les plus faibles. Et les pays de la sous-région sont particulièrement touchés par ces pratiques. La fraude des multinationales fait perdre de nombreuses ressources aux États. Pour apporter une réponse appropriée, le ministre chargé du budget Abdourahmane Cissé préconise une mutualisation des efforts. Dans nos pays, la fiscalité est basée sur la déclaration. Donc tout se fait sur la base déclarative. Donc lorsque vous partez sur une base déclarative, il faut absolument avoir un contrôle fiscal qui soit le plus bon possible. Donc un accent important doit être mis sur le contrôle fiscal. Donc sur cette base-là, nous avons jugé bon de mutualiser nos efforts et de mutualiser nos connaissances. Le Centre régional d'assistance technique du FMI pour l'Afrique de l'Ouest, AFRITAC de l'Ouest, est l'initiateur de cette rencontre sur le contrôle fiscal des opérations internationales des entreprises. En 5 jours, il compte définir une stratégie d'action pour venir à bout des multinationales mauvais payeurs de l'impôt dans les 8 pays de l'UEMOA et la Mauritanie. L'aménagement de la ville de Dakar fait partie des priorités du gouvernement sénégalais. Il vient de lancer par le biais de la direction de l'urbanisme et de l'habitat, en partenariat avec l'agence japonaise de coopération internationale, un projet d'amélioration de l'environnement urbain de Dakar. Lancement du projet de révision du plan d'urbanisme de Dakar à l'horizon 2025. C'est le but de cet atelier, organisé par la direction de l'urbanisme et de l'architecture en partenariat avec l'agence japonaise de coopération internationale. La révision du plan directeur d'urbanisme Dakar existant, horizon 2025, vient à point nommé car nous savons tous que Dakar souffre, à l'instar des grandes villes, des conséquences d'un urbanisme rapide que sont la lutte contre les inondations, les problèmes environnementaux, mobilité urbaine, pour se citer que ces fléaux. Ce projet, d'une durée de 18 mois, permettra d'établir un environnement urbain favorable au développement tout en respectant. Nous allons esquisser le contour du plan d'urbanisme pour la vaste zone de Grand Dakar, incluant les nouveaux pôles périurbains tels que Rufisque, Diamagio, Bargny ou le lac Rose. L'année cible sera étendue désormais jusqu'à 2035. Les réponses apportées aux problèmes de développement urbain ne sont pas que techniques. Elles sont d'abord et avant tout une décision politique. Il convient également de relever que le projet de révision du PDU intervient dans le contexte actuel de mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation et du plan Sénégal émergent. Il est attendu de la région de Dakar qu'elle joue un rôle prépondérant dans la réalisation du PSE
en tant que capitale nationale et premier centre des activités économiques du Sénégal. L'aménagement des infrastructures constitue une condition préalable à l'émergence du Sénégal. Le coût du projet est estimé à 75 milliards de francs CFA. L'actualité en Guinée, c'est cet appui au processus électoral et c'est à travers la formation pour le monitoring sur la gestion budgétaire du Parlement organisée à l'intention des membres du consortium pour l'observation des élections. Ce renforcement de capacité est un financement de l'USAID à travers le NDI. L'USAID poursuit son soutien au processus politique et électoral de la Guinée. Cet appui se traduit par le renforcement des capacités des membres du consortium pour l'observation domestique des élections en Guinée. Une initiative pilotée par le NDI pour promouvoir les compétences sur le monitoring de la session budgétaire du Parlement. La vingtaine de participants va réfléchir sur la politique nationale de croissance et de réduction de la pauvreté, le système budgétaire guinéen ainsi que le processus d'adoption de la loi des finances par le Parlement. Au mois d'octobre, l'Assemblée va reprendre leurs travaux. Et pour que les moniteurs puissent travailler avec l'Assemblée nationale, il faut qu'ils soient renforcés en capacité pour pouvoir travailler avec eux. L'USAID donc est satisfaite du partenariat établi entre le NDI, le Code, les partis politiques et l'Assemblée nationale, qui contribuent à l'avancement de la démocratie en Guinée. Ainsi, améliorer la participation citoyenne aux élections et contribuer à réduire les risques de violence sur toutes les étapes du processus électoral sont des objectifs à atteindre. En Syrie, la nuit dernière a été particulièrement mouvementée. Près de 200 frappes ont été lancées sur des positions de l'État islamique par les États-Unis et d'autres pays. Washington se félicite de ces opérations. Dans le viseur de ces avions de chasse, les positions de l'organisation de l'État islamique dans le nord et l'est de la Syrie. En tout, plus de 200 frappes dans la nuit de lundi à mardi contre une douzaine de cibles, notamment dans la ville de Raqqa, centre du pouvoir de l'organisation de l'État islamique. Mais cette fois, les États-Unis n'ont pas agi seuls. Les Émirats arabes unis, la Jordanie et Bahreïn ont eux aussi bombardé la Syrie avec l'appui de l'Arabie saoudite et du Qatar. À New York, le président américain a tenu à remercier les pays arabes. Ceci représente des partenariats et des amitiés sur lesquelles nous travaillons depuis des années. Et grâce aux efforts sans précédent de cette coalition, nous avons désormais une opportunité d'envoyer un message clair, celui d'un monde uni. Jusqu'ici prudente, voire ambiguë quant à sa position face à l'organisation de l'État islamique, la Turquie pourrait elle aussi rejoindre la coalition menée par les Américains. Nous allons en discuter avec les autres nations impliquées. Nous en parlons déjà. Bien sûr, nous allons assumer notre part. Cela inclut-il une option militaire? Cela inclut toutes les options, militaires et politiques. Déjà plusieurs dizaines de pays ont offert de participer d'une manière ou d'une autre au combat contre l'organisation de l'État islamique. En Europe, 3 hommes soupçonnés d'appartenir à une filière djihadiste sont arrivés en France ce mardi, mais ils n'ont pas été arrêtés par la police à leur arrivée. Cependant, les informations divergent sur leur présence ou non sur le sol français. Le ministère de l'Intérieur avait annoncé l'arrestation mardi de 3 présumés djihadistes à Orly, en région parisienne. Mais les 3 hommes, dont le beau-frère de Mohamed Merah, l'auteur de la tuerie de Toulouse et de Montauban, n'ont toujours pas été interceptés par la police française. En cause, un imbroglio sans précédent impliquant le ministère de l'Intérieur et les autorités aéroportuaires de France et de Turquie. De retour de Syrie via la Turquie, les 3 présumés djihadistes étaient placés sous le contrôle des autorités turques. Ils devaient prendre un vol Istanbul-Paris. Au moment du départ, le commandant refuse de les embarquer en l'absence de certains documents administratifs requis. Ils prennent alors un autre vol, direction Marseille. À leur arrivée, ils passent la douane et continuent leur route sans être inquiétés.
Il y a manifestement un gros cafouillage, mais il est en grande partie dû aux difficultés et l'absence de très bonne collaboration avec les services turcs. C'est une mauvaise articulation, mais l'initiative des autorités turques de changer d'avion a été malencontreuse. Malaise en haut lieu, car ce changement de vol, les autorités françaises l'ont découvert alors que les 3 djihadistes présumés étaient déjà arrivés à Marseille. Étonnamment, leur passeport n'a déclenché aucun signal dans l'aéroport français. Une panne du système informatique de l'aéroport de Marseille pourrait être en cause. On reste en France, l'otage français Hervé Gourdel serait toujours aux mains de ses ravisseurs qui n'ont plus donné de nouvelles, alors que le délai de l'expiration de l'ultimatum de 24 heures est arrivé à son terme hier. La famille de l'otage garde espoir. La France, quant à elle, poursuit ses offensives sur l'Irak. C'est dans ces montagnes de Kabylie qu'a lieu la course contre la montre pour retrouver l'otage français. Une région passée au peigne fin par les autorités antiterroristes algériennes à la recherche d'Hervé Gourdel. Le groupe, appelé Soldats du Califat, a donné 24 heures à François Hollande pour mettre fin aux opérations militaires contre l'organisation de l'État islamique. Faute de quoi, ils exécuteront l'otage. Nous ne céderons à aucun chantage, aucune pression, à aucun ultimatum, fût-il le plus odieux, le plus abject. Car ce qui est en cause, c'est notre liberté, notre sécurité et notre souveraineté. Hervé Gourdel est un guide photographe originaire de Nice, âgé de 55 ans. Il se trouvait dans le parc du Djourdjoura, à 110 km à l'est d'Alger, en compagnie d'autres randonneurs au moment où il a été enlevé. Les soldats du Califat ont diffusé une vidéo où l'on voit l'otage entouré de ses geôliers. Le groupe djihadiste algérien s'est rallié la semaine dernière à l'organisation de l'État islamique et à son chef, Aboubacar al-Baghdadi. Auparavant, il était affilié à Al-Qaïda. Un mot sur la culture pour refermer cette édition. Oba Oba, c'est le titre d'un nouveau site com malien, fruit d'un partenariat entre la télévision malienne et le Centre national de cinématographie. L'œuvre retrace les quotidiens des familles africaines et le clap de lancement a été donné hier après-midi par le ministre malien de la Culture. Sékou Tangara Youssouf Duara. Donc tu veux épouser Sali, c'est ça? Hein? Tu veux épouser Sali? Oui, mais ça c'est déjà réglé là. Cette scène est celle que vivent beaucoup de foyers en Afrique. Jalousie, intrigue et violence. Oba Oba est l'histoire de n'importe quel couple africain subissant de plein fouet les hauts et les bas du quotidien. Oba Oba est une histoire écrite par Gabriel Magma Konaté qui en est également l'acteur principal. Je suis Djibi. Djibi c'est le mari. Mais ce feuilleton, il est différent des autres. C'est un genre particulier. Un genre particulier, c'est pourquoi il est Oba Oba. La vie de ménage, elle est faite de haut et de bas. C'est ça Oba Oba. C'est des hauts et c'est des bas. Et Oba Oba, un genre particulier spécifique parce que les autres appellent ça sitcom. Mais moi je l'appelle sitfam. C'est une situation familiale, le sitfam. Sitfam, voilà deux personnages qui n'évoluent pas. Mais c'est des personnages qui campent des histoires selon une époque bien spécifique. L'œuvre de 52 épisodes est le fruit d'une coproduction entre la télévision malienne et le Centre national de cinématographie. C'est un défi que nous, hors thème seuls, nous ne pouvons pas relever. Donc il faut miser sur les structures de production. Et sur le marché malien aujourd'hui, la seule structure de production capable de produire des séries, c'est le CNCM. La série est une histoire de passion entre le directeur général de Duarte Bali et moi. Parce qu'on s'est dit réellement qu'il faut que la production malienne sorte de ce chemin-là. Il faut professionnaliser le secteur. Sur les 52 épisodes, 9 sont déjà bouclés. Le sitcom sera diffusé sur le RTM avant la fin de cette année 2014. Voilà tout pour cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision.